Et c'est ainsi que nous avons cru devoir écrire un chapitre sous un titre bien pétant, le cogito du rêveur. Dans les 40 ans de ma vie de philosophe, j'ai entendu dire que la philosophie reprenait un nouveau départ avec le cogito ergo sum de Descartes. J'ai dû aussi énoncer moi-même cette leçon initiale. Dans l'ordre des pensées, c'est une devise si claire. Mais n'en dérangerait-on pas le dogmatisme si l'on demandait au rêveur s'il est bien sûr d'être l'être qui rêve son rêve? Une telle question ne troublait guère un Descartes. Pour lui, penser, vouloir, aimer, rêver, c'est toujours une activité de son esprit. Il était sûr, l'heureux homme, que c'était lui, bien lui seul, qui avait passion et sagesse. Mais un rêveur, un vrai rêveur qui traverse les folies de la nuit, est-il si sûr d'être lui-même? Quant à nous, nous en doutons. Nous avons toujours reculé devant l'analyse des rêves de la nuit. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à cette distinction un peu sommaire qui, cependant, devait éclairer nos enquêtes. Le rêveur de la nuit ne peut énoncer un cogito. Le rêve de la nuit est un rêve sans rêveur. Au contraire, le rêveur de rêverie garde assez de conscience pour dire « c'est moi qui rêve la rêverie, c'est moi qui suis heureux de rêver ma rêverie, c'est moi qui suis heureux du loisir où je n'ai plus la tâche de penser ». Voilà ce que nous avons essayé de montrer en nous aidant des rêveries des poètes dans le chapitre qui a pour titre « Le cogito du rêveur ». Mais le rêveur de rêverie ne s'abstrait pas dans la solitude d'un cogito. Son cogito qui rêve à tout de suite, comme disent les philosophes, son cogitatum. Tout de suite la rêverie a un objet, un simple objet, ami et compagnon du rêveur. C'est naturellement au poète que nous avons demandé nos exemples d'objets poétisés par la rêverie, en vivant de tous les reflets de poésie que lui apportent les poètes. Le jeu qui rêve, la rêverie se découvre non pas poète, mais jeu poétiseur. Après cet accès de philosophie indurée, nous sommes revenus dans un dernier chapitre à un examen des images extrêmes de la rêverie, sans cesse tentée par la dialectique du sujet excité et du monde excessif. J'ai voulu suivre les images qui ouvrent le monde et qui agrandissent le monde. Les images cosmiques sont quelquefois si majestueuses que les philosophes les prennent pour des pensées. Nous avons essayé, en les revivant à notre mesure, de montrer qu'elles étaient pour nous des détentes de rêverie. La rêverie nous aide à habiter le monde, à habiter le bonheur du monde. Nous avons donc pris pour titre de ce chapitre « Rêverie et cosmos ». On comprendra que ce n'est pas dans un court chapitre qu'on peut traiter d'un si vaste problème. Nous l'avons abordé bien des fois au cours de nos recherches précédentes sur l'imagination, sans jamais le traiter à fond. Nous serions heureux aujourd'hui si nous pouvions du moins poser le problème un peu plus nettement. Les mondes imaginés déterminent de profondes communions de rêverie. C'en est au point qu'on peut interroger un cœur en lui demandant de confesser ses enthousiasmes devant la grandeur du monde contemplé, du monde imagé en de profondes contemplations. Comme les psychanalystes, ces maîtres de l'interrogation indirecte trouveraient de nouvelles clés pour aller à fond d'âme s'ils pratiquaient un peu la cosmo-analyse. De cette cosmo-analyse, voici un exemple emprunté à une page de Fromentin. Dominique, dans les instants décisifs de sa passion, conduit Madeleine en des sites qu'il a longuement choisis. J'aimerais surtout essayer sur Madeleine l'effet de certaines influences, plutôt physiques que morales, auxquelles j'étais moi-même si continuellement assujetti. Je la mettais en face de certains tableaux de la campagne, choisis parmi ceux qui, invariablement composés d'un peu de verdure, de beaucoup de soleil et d'une immense étendue de mer, avaient le don infaillible de m'émouvoir. J'observais dans quel sens elle en serait frappée, par quel côté d'indigence ou de grandeur ce triste et grave horizon, toujours nu, pourrait lui plaire. Autant que cela m'était permis, je l'interrogeais sur ces détails de sensibilité tout extérieure. Ainsi, devant une immensité, il semble que l'être interrogé soit naturellement sincère. Le site domine les pauvres et fluentes situations sociales. Quel prix alors aurait un album de sites pour interroger notre être solitaire, pour nous révéler le monde où il nous faudrait vivre pour être nous-mêmes? Cet album de sites, nous le recevrons de la rêverie avec une prodigalité que nous ne trouverions pas dans de multiples voyages. Nous imaginons des mondes où notre vie aurait tout son éclat, toute sa chaleur, toute son expansion. Les poètes nous entraînent dans des cosmos sans cesse renouvelés. Durant le romantisme, le paysage a été un outil de sentimentalité. Nous avons donc essayé, dans le dernier chapitre de notre livre, d'étudier l'expansion d'êtres que nous recevons des rêveries cosmiques.
Avec des rêveries de cosmos, le rêveur connaît la rêverie sans responsabilité, la rêverie qui ne sollicite pas de preuves. Finalement, imaginer un cosmos, c'est le destin le plus naturel de la rêverie. Au terme de cette introduction, disons en quelques mots où, dans notre solitude, sans possibilité de recours à des enquêtes psychologiques, nous devons chercher nos documents. Ils viennent des livres. Toute notre vie est lecture. La lecture est une dimension du psychisme moderne, une dimension qui transpose les phénomènes psychiques déjà transposés par l'écriture. Il faut prendre le langage écrit comme une réalité psychique particulière. Le livre est permanent, il est sous vos yeux comme un objet, il parle avec une autorité monotone qui n'aurait pas son auteur même. Il faut bien lire ce qui est écrit. Pour écrire, d'ailleurs, l'auteur a déjà opéré une transposition. Il ne dirait pas ce qu'il écrit. Il est entré, qu'il s'en défende ne change rien à l'affaire dans le règne du psychisme écrit. Le psychisme enseigné prend là sa permanence. Qu'elle va loin cette page où Edgar Quinet dit la force de transmission du Ramayana. Dans le génie des religions, l'épopée indienne, Valmiki dit à ses disciples « Apprenez le poème révélé, il donne la vertu et la richesse, plein de douceur lorsqu'il est adapté aux trois mesures du temps, plus doux s'il est marié au son des instruments ou s'il est chanté sur les 7 cordes de la voix. L'oreille ravie excite l'amour, le courage, l'angoisse, la terreur. Oh, le grand poème, l'image fidèle de la vérité. La muette lecture, la lente lecture donne à l'oreille tous ses concerts. » Mais la meilleure preuve de la spécificité du livre, c'est qu'il est à la fois une réalité du virtuel et une virtualité du réel. Nous sommes placés lisant un roman dans une autre vie qui nous fait souffrir, espérer, compatir, mais tout de même avec l'impression complexe que notre angoisse reste sous la domination de notre liberté, que notre angoisse n'est pas radicale. Tout livre angoissant peut alors donner une technique de réduction de l'angoisse. Un livre angoissant offre aux angoissés une homéopathie de l'angoisse, mais cette homéopathie agit surtout dans une lecture méditée, dans la lecture valorisée par l'intérêt littéraire. Alors 2 plans du psychisme se scindent, le lecteur participe à ces 2 plans, et quand il devient bien conscient de l'esthétique de l'angoisse, il est bien prêt d'en découvrir la facticité, car l'angoisse est factice, nous sommes faits pour bien respirer, et c'est en cela que la poésie, sommée de toute joie esthétique, est bienfaisante. Sans l'aide des poètes, que pourrait faire un philosophe chargé d'an qui s'obstine à parler de l'imagination? Il n'a personne à tester, il se perdrait tout de suite dans le labyrinthe des tests et contre-tests où se démène le sujet examiné par le psychologue. D'ailleurs, existe-t-il vraiment dans l'arsenal du psychologue des tests d'imagination? Y a-t-il des psychologues assez exaltés pour sans cesse redeveler les moyens objectifs d'une étude de l'imagination exaltée? Les poètes toujours imagineront plus vite que ceux qui les regardent imaginer. Comment entrer dans la poéticosphère de notre temps? Une ère d'imagination libre vient de s'ouvrir. De toutes parts, les images envahissent les airs, vont d'un monde à l'autre, appellent l'oreille et les yeux à des rêves agrandis. Les poètes abondent, les grands et les petits, les célèbres et les obscurs, ceux qu'on aime et ceux qui éblouissent. Qui vit pour la poésie doit tout lire. Que de fois d'une simple brochure a jailli pour moi la lumière d'une image neuve. Quand on accepte d'être animé par des images nouvelles, on découvre des irisations dans les images des vieux livres. Les âges poétiques s'unissent dans une mémoire vivante. Le nouvel âge réveille l'ancien. L'ancien âge vient revivre dans le nouveau. Jamais la poésie n'est aussi une que lorsqu'elle se diversifie. Quel bienfait nous apportent les nouveaux livres? Je voudrais que chaque jour me tombe du ciel à pleine corbeille les livres qui disent la jeunesse des images, ce vœu est naturel. Ce prodige est facile, car là-haut au ciel, le paradis n'est-il pas une immense bibliothèque? Mais il ne suffit pas de recevoir, il faut accueillir, il faut, disent d'une même voix, le pédagogue et la diététicienne, assimiler. Pour cela, on nous conseille de ne pas lire trop vite et de prendre garde d'avaler de trop gros morceaux. Diviser, nous dit-on, chacune des difficultés en autant de parcelles qu'il se peut pour mieux résoudre. Oui, mâchez bien, buvez à petites gorgées, savourez vers par vers les poèmes. Tous ces préceptes sont beaux et bons, mais un principe les commande. Il faut d'abord un bon désir de manger, de boire et de lire. Il faut désirer lire, beaucoup lire encore, lire toujours.
Aussi, dès le matin, devant les livres accumulés sur ma table, au Dieu de la lecture, je fais ma prière de lecteur dévorant. Donnez-nous aujourd'hui notre faim quotidienne. Rêverie sur la rêverie, le rêveur de mots. Les rêves et les rêveries, les songes et les songeries, les souvenirs et la souvenance, autant d'indices d'un besoin de mettre au féminin tout ce qu'il y a d'enveloppant et de tout par-delà les désignations trop simplement masculines de nos états d'âme. C'est là sans doute une bien petite remarque aux yeux des philosophes qui parlent le langage de l'universel, bien petite remarque aux yeux des penseurs qui tiennent le langage pour un simple instrument qu'on doit forcer à exprimer avec précision toutes les finesses de la pensée, mais un philosophe songeur, un philosophe qui cesse de réfléchir quand il imagine et qui a aussi prononcé pour lui-même le divorce de l'intellect et de l'imagination, un tel philosophe, quand il rêve au langage, quand les mots sortent pour lui du fond même des songes, comment ne serait-il pas sensible à la rivalité du masculin et du féminin qu'il découvre à l'origine de la parole? Déjà par le genre des mots qui les désignent, rêve et rêverie s'annoncent comme différents, on perd des nuances, quand on prend rêve et rêverie comme deux espèces d'un même onirisme. Gardons plutôt les clartés du génie de notre langue, allons à fond de nuances et essayons de réaliser la féminité de la rêverie. En gros, j'essaierai de le suggérer à un lecteur bienveillant. Le rêve est masculin, la rêverie est féminine. En nous servant par la suite de la division de la psyché en animus et en anima, telle que cette division a été établie par la psychologie des profondeurs, nous montrerons que la rêverie est, aussi bien chez l'homme que chez la femme, une manifestation de l'anima. Mais auparavant, il faut que nous préparions par une rêverie sur les mots eux-mêmes les convictions intimes qui assurent dans toute psyché humaine la permanence de la féminité. Pour investir le noyau de la rêverie féminine, nous confierons au féminin des mots. Orbe des mots, murmurante mémoire, dit le poète. Henri Capiens signe. En rêvant à notre langue maternelle, dans notre langue maternelle, peut-on vivre des rêveries dans une autre langue que cette langue confiée à la murmurante mémoire? Nous croyons reconnaître un privilège de rêverie au mot féminin. Déjà, les désinences féminines ont de la douceur, mais l'antépénultième est aussi pénétré par cette douceur. Il est des mots dans lesquels le féminin imprègne toutes les syllabes. Les syllabes de tels mots sont des mots à rêverie, ils appartiennent au langage d'anima. Mais puisqu'au seuil d'un livre où la sincérité de phénoménologue est une méthode, je dois dire que, croyant penser, j'ai bien souvent rêvassé sur le genre masculin ou féminin les qualités morales, telles l'orgueil et la vanité, le courage et la passion. Il me semblait que le masculin et le féminin dans les mots accentuaient les contraires, dramatisaient la vie morale, puis des idées où je divaguais et je passais au nom de choses où j'étais sûr de bien rêver. J'aimais savoir qu'en français, les noms des fleuves sont généralement au féminin. C'est si naturel. L'Aube et la Seine, la Moselle et la Loire sont mes seules rivières. Le Rhône et le Rhin sont pour moi des monstres linguistiques. Ils charrient l'eau des glaciers, ne faut-il pas des noms féminins pour respecter la féminité de l'eau véritable? Ce n'est là qu'un premier exemple de mes rêveries de mots, car des heures et des heures, dès que j'ai eu le bonheur d'avoir un dictionnaire, je me laissais séduire par le féminin des mots. Ma rêverie suivait les inflexions de la douceur. Le féminin, dans un mot, accentue le bonheur de parler, mais il y faut quelque amour des sonorités lentes. Ce n'est pas toujours aussi facile qu'on croit. Il y a des choses si solides dans leur réalité qu'on oublie de rêver sur leur nom. Il y a pas bien longtemps que j'ai découvert que la cheminée était un chemin, le chemin de la douce fumée qui chemine lentement vers le ciel. Parfois, l'acte grammatical qui donne un féminin à un être magnifié dans le masculin est une pure maladresse. Le centaure est certes l'idéal prestigieux d'un cavalier qui sait bien que jamais il ne sera désarçonné. Mais que peut bien être la centauresse? Qui peut rêver à la centauresse? C'est bien tardivement que ma rêverie de mots a trouvé son équilibre, lisant en rêvant dans ce dictionnaire des plantes qu'est la botanique chrétienne de l'abbé Migne. J'ai découvert que le féminin songeur du mot centaure était la centaurée. Petite fleur sans doute, mais sa vertu est grande, digne vraiment du savoir médical de Chiron, le surhumain centaure. Pline ne nous dit-il pas
que la centaurée guérit les chairs disjointes. Faites bouillir de la centaurée avec des morceaux de viande, et ils se restitueront dans leur unité première. Les beaux mots sont déjà des remèdes. Il faut pardonner au mot centauresse, parce que Rimbaud a pu voir les hauteurs où les centauresses séraphiques évoluent parmi les avalanches, les illuminations viles. L'essentiel est de s'interdire de les imaginer galopant dans la plaine. Quand j'hésite à confier de telles rêveries qui pourtant me reviennent souvent à l'esprit, je reprends courage en lisant Nodier. Nodier a si souvent rêvé entre mots et choses, tout au bonheur de nommer. Il y a quelque chose de merveilleusement doux dans cette étude de la nature qui attache un nom à tous les êtres, une pensée à tous les noms, une affection et des souvenirs à toutes les pensées, une subtilité de plus en unissant le nom et la chose, et cette affection pour les choses bien nommées provoque en nous des ondes de féminité. Aimer les choses pour leur usage relève du masculin. Elles sont les pièces de nos actions, de nos vives actions, mais les aimer intimement pour elles-mêmes avec les lenteurs du féminin, voilà qui nous engage dans le labyrinthe de la nature intime des choses. Ainsi s'achève en rêverie féminine le texte si attachant où Nodier réunit son double amour des mots et des choses, son double amour de grammairien et de botaniste. Bien entendu, une simple désinence grammaticale, quelques E muets ajoutés à un nom qui fait carrière dans le masculin, ne m'a jamais suffi dans la méditation de mon dictionnaire à me donner les grands songes de la féminité. Il fallait que je sente le mot féminisé de part en part, doué d'un féminin irrévocable. Quel trouble alors, passant d'une langue à une autre, on a l'expérience d'une féminité perdue ou d'une féminité masquée par des sons masculins. Car Gustav Jung fait remarquer qu'en latin, les noms d'arbres ont une terminaison masculine et sont cependant féminins. Dans Métamorphose de l'âme, ce désaccord des sons et des genres explique en quelque manière les nombreuses images androgynes associées à la substance des arbres. La substance y contredit le substantif. Hermaphroditisme et amphibotologie se tissent. Ils finissent par se soutenir l'un l'autre dans les rêveries d'un rêveur de mots. On commence à se tromper en parlant et on finit en jouissant de l'union des contraires. Proudhon, qui ne rêve guère et qui est vite savant, trouve tout de suite une cause de féminité pour le nom latin des arbres. C'est sans doute, dit-il, à cause de la fructification. Mais Proudhon ne nous donne pas assez de rêverie pour nous aider à passer de la pomme au pommier, à faire refluer le féminin de la pomme jusqu'à l'arbre. D'une langue à une autre, que de scandales il faut parfois traverser pour accepter des féminités invraisemblables, des féminités qui troublent les rêveries les plus naturelles. De nombreux textes cosmiques où interviennent en allemand le soleil et la lune me semblent personnellement impossibles à rêver en raison de l'extraordinaire inversion qui donne au soleil le genre féminin et à la lune le genre masculin. Quand la discipline grammaticale oblige des objectifs à se masculiniser pour s'associer à la lune, un rêveur français a l'impression que sa rêverie lunaire se pervertit. En revanche, d'une langue à une autre, quelle belle heure de lecture quand on conquiert un féminin. Un féminin conquis peut approfondir tout un poème. Ainsi, dans une poésie d'Henri Heine, le poète dit le rêve d'un sapin isolé qui sommeille sous la glace et la neige, perdu de solitude et une plaine aride du nord. Le sapin rêve d'un palmier qui, là-bas dans l'Orient lointain, se désole solitaire et taciturne sur la pente d'un rocher brûlant. Sapin du nord, palmier du sud, solitude glacée, solitude brûlante, c'est sur ces antithèses qu'un lecteur français doit rêver. Combien d'autres rêveries sont offertes aux lecteurs allemands, puisqu'en allemand, si le mot sapin est masculin, le mot palmier est féminin. Chez l'arbre droit et vigoureux sous la glace, que de rêves alors vers l'arbre féminin ouvert en toutes ses palmes, attentif à toutes les brises. Quant à moi, en mettant au féminin cet être de la palmeraie, j'ai des rêves infinis, voyant tant de verdure, une telle exubérance de palmes vertes, sortir du corset écailleux d'un tronc rude, je prends ce bel être du sud pour la sirène végétale, la sirène des sables. Ainsi, qu'en peinture le vert fait chanter le rouge, en poésie un mot féminin peut apporter une grâce à l'être masculin. Dans le jardin de René Mauperin, un horticulteur comme on n'en rencontre que dans la vie imaginée, a fait
fait monter des rosiers tout au long d'un sapin. Le vieil arbre peut ainsi, dans ses bras verts, remuer des roses. Qui nous dira jamais le mariage de la rose et du sapin? Je suis reconnaissant au romancier si aigu des passions humaines d'avoir eu la bonté de mettre des roses dans les bras de l'arbre froid. Quand les inversions d'une langue à un autre touchent des êtres d'un onirisme qui nous est congénital, nous sentons nos aspirations poétiques dans une grande division, d'une langue à une autre. On voudrait rêver deux fois un grand objet de rêverie qui s'offre sous un genre nouveau. À Nuremberg, devant la vénérable fontaine des vertus, Joergensen s'écrie « Ton nom me paraît si beau ». Le mot de fontaine contient en soi une poésie qui m'a toujours ému très profondément, surtout sous la forme allemande de Brunnen, dont il me semble que la consonance prolonge en moi une douce impression de repos. Pour apprécier les jouissances de paroles vécues par l'écrivain danois, il serait bon de savoir de quel genre est le mot fontaine dans sa langue maternelle. Mais déjà pour nous, lecteurs français, la page de Joergensen dérange, inquiète des rêveries radicales. Se peut-il qu'il y ait des langues qui mettent la fontaine au masculin? Subitement, le Brunnen me donne des rêveries diaboliques, comme si le monde venait de changer de nature. En rêvant un peu plus, en rêvant autrement, le Brunnen finit par me parler. J'entends bien que le Brunnen bruit plus profondément que la fontaine. Il s'étale moins doucement que les fontaines de mon pays. Brunnen, fontaine sont deux sons originaux pour une eau pure, pour une eau fraîche. Et cependant, pour qui aime parler en rêvant ces mots, ce n'est pas la même mot qui sort de la fontaine et du Brunnen. La différence déjà renverse toutes mes rêveries. C'est vraiment toute la rêverie qui change de genre. Mais c'est sans doute une tentation du diable que d'aller rêver dans une langue qui n'est pas la langue maternelle. Je dois être fidèle à ma fontaine. Touchant les renversements d'une langue à une autre, des valeurs du féminin et du masculin, les linguistes apporteraient sans doute bien des explications à de telles anomalies. J'aurais sûrement gagné à m'instruire auprès des grammairiens. Disons cependant notre étonnement de voir tant de linguistes se débarrasser du problème en disant que le masculin ou le féminin des noms relève du hasard. Et évidemment, on ne trouve à cela aucune raison si précisément on se borne à des raisons raisonnables. Il y faudrait peut-être un examen onirique. Simone de Beauvoir semble déçue de ce manque de curiosité de la philologie érudite. Elle écrit « La philologie est sur cette question du genre des mots plutôt mystérieuse. Tous les linguistes s'accordent à reconnaître que la distribution des mots concrets en genre est purement accidentelle. Cependant, en français, la plupart des entités sont du féminin, beauté, loyauté, etc. L'etc. Écourte un peu la preuve, mais un thème important de la féminité des mots est indiqué dans le texte. La femme est l'idéal de la nature humaine, et l'idéal que l'homme pose en face de soi comme l'autre essentiel. Il le féminise parce que la femme est la figure sensible de l'altérité. C'est pourquoi presque toutes les allégories dans le langage, comme dans l'iconographie, sont des femmes.